et bienvenue sur ma chaîne de podcast du cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Nous allons donc commencer ce nouvel épisode par ma chronique de lecture du mois de juin et vous faire le petit bilan de mes lectures prises dans ma pile à lire 2025. Alors ce mois-ci, j'ai lu, je dirais, 8,5 livres. Je ne sais pas si ça marche, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va dire que je suis quand même partie sur 8 livres et que j'en ai un 9e qui est encore en cours de lecture à ce jour et nous sommes le 3 juillet, je ne l'ai toujours pas fini. Mais quand vous saurez de quel livre c'est, vous verrez qu'en fait c'est une pavasse et que donc du coup j'ai pas réussi à tenir les deadlines du mois de juin. À savoir quand même que c'est la première fois depuis que j'ai commencé mon challenge de lecture que je n'arrive pas à finir un livre à la fin du mois. C'est assez embêtant, mais bon, on fait avec. Allez, maintenant passons à mes 8 livres lus. On va commencer par le premier livre qui est Ésudème d'Ingrid Rowen, publié aux Cordes de Lune édition. C'est un roman fantastique qui se déroule au château d'Ésudème et aussi un peu au Lexus de Bordeaux, mais surtout au château d'Ésudème. Les personnages principaux notamment sont Cléa, Méliana, Virgile, Meinrad, etc., etc. En résumé, les véritables monstres n'ont pas forcément un cœur de pierre. Je m'appelle Cléa et ai vécu un drame à l'âge de 6 ans. Je n'ai plus honte d'en parler. Chez moi, au château d'Ésudème, je me sens à ma place, entourée de mes amis, de mes sœurs et de la directrice que j'affectionne presque comme une mère. J'aime mes serpents qui me définissent, mes griffes qui prolongent mes bras quand je me transforme et mes dons qui peuvent pétrifier les hommes. Pourtant, les autres communautés magiques nous craignent et nous surveillent. J'ai toujours suivi les règles. Je sais que je ne suis pas mauvaise. Même aujourd'hui, alors que les gargouilles me privent de mes pouvoirs et me mènent devant le tribunal, mes sœurs doutent de moi. Certaines ne me croient pas. Je suis perdue. Peut-on devenir un monstre quand on agit pour le bien ? Peut-on devenir un monstre quand on vous identifie comme tel ? Et voilà pour le petit résumé. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette lecture ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que ce livre m'a véritablement sorti de ma zone de confort, parce qu'il abordait des thèmes que je n'avais jamais lus comme sujets centraux d'une histoire. L'autrice Ingrid Rowen, que j'ai d'ailleurs interviewée, si vous voulez aller écouter son interview, elle est sur la liste du podcast. L'autrice, donc Ingrid Rowen, traite avec sensibilité de sujets difficiles, tout en parvenant à transmettre des messages de bienveillance et d'espoir. Au cœur de ce récit, le viol, qui donne naissance aux méduses, est un sujet lourd, mais Ingrid nous montre que la guérison est possible. Elle souligne l'importance d'être entourée des bonnes personnes pour se relever. La sororité joue un rôle essentiel dans la reconstruction de notre héroïne, Cléa, et de ses compagnes, ce qui est d'une beauté vraiment touchante. Nous suivons Cléa dans son évolution, tel un papillon émergeant de sa chrysalide. Son parcours est jalonné de découvertes et de révélations où elle acquiert les outils nécessaires pour reconstruire sa vie après un traumatisme qui a tout bouleversé. Cependant, je tiens à avertir les lectrices sensibles, certaines scènes peuvent être difficiles à lire. Néanmoins, si vous recherchez une histoire qui vous touche profondément et vous fait réfléchir, je vous invite à franchir la porte du château d'Ésudème. Mon deuxième livre du mois de juin était un service de presse que j'ai écouté puisque c'était un livre audio qui est publié par Volume. C'est un service de presse que j'ai récupéré de la part de NetGalley. C'était le tome 1 de l'Empire des femmes, Sapientia, de Cassandra Lambert. Alors, c'est un mélange entre une fantaisie et une dystopie pour moi. Ça se déroule à Sapientia. Oui, j'espère que je le prononce bien. Sapientia, comme son titre l'indique. Les personnages principaux que l'on rencontre le plus souvent dans l'histoire sont Adonna, Hélios, Adonis, Nicolaos, Eudoxie,
entre autres choses. Alors, en résumé, une duologie ambitieuse, antisexiste et captivante. Au royaume de Sapienza, les femmes règnent et les hommes ne sont que des esclaves à leur service. Chaque année, les jeunes filles riches choisissent leur géniteur parmi les vainqueurs d'un tournoi sanglant de gladiateurs. Adonna est la fille de la grande organisatrice de l'événement. Peu encline à la violence de la reine, elle n'a pas hâte de participer aux enchères. Elle doit pourtant trouver son candidat, car devenir mère pourrait bien lui permettre de protéger son frère jumeau. Hélios, lui, fait partie des sélectionnés du tournoi. Son but, survivre à tout prix pour capturer Adonna afin de faire pression sur sa mère et renverser cet injuste système matriarcal. Pour chacun, le combat ne fait que commencer et la révolution se met en marche. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai lu le tome 1 de l'Empire des femmes de Cassandra Lambert, en format audio. Et je dois dire que c'était une expérience très agréable. La narration est faite par Flore Audebeau, qui a vraiment enrichi mon écoute. Elle a su donner une voix unique à chaque personnage, ce qui a rendu l'histoire encore plus immersive. Cependant, l'univers créé par Cassandre Lambert est à la fois fascinant et dérangeant. Bien que les femmes y occupent une position dominante, le monde qu'elle dépeint soulève des questions profondes sur la justice et l'égalité. Peu importe notre genre, notre sexe, il est essentiel que chacun ait les mêmes droits et opportunités. L'autrice nous confronte à une réalité où même dans un système matriarcal, les inégalités persistent. J'ai particulièrement apprécié cette réflexion sur ces injustices, car elle ne se contente pas de présenter une utopie, mais aborde des problématiques que l'on peut observer dans nos propres sociétés. Si vous êtes à la recherche d'une histoire qui suscite la réflexion et vous pose à questionner ce qui est juste, alors ce livre est fait pour vous. C'est une lecture qui ne laisse pas indifférent et qui mérite d'être explorée. Et ce livre audio a vraiment été très bien interprété par la voix de Flore, et j'ai vraiment réussi à apprécier ce livre. Le troisième livre que j'ai lu, c'est Peau d'âme, livre 1, Les Lilas du Roi, d'Aude Ziegelmeyer, un livre qui est publié chez Gulfstream Editor. Il se déroule au royaume de Roncevaux et les personnages principaux sont la princesse Blanche, le fou du roi, le chevalier Roland, Agnès et Margot, entre autres. En résumé, au cœur du royaume de Roncevaux se cache le Palais d'Or. Véritable écrin entouré d'une forêt surnaturelle, il renferme les deux joyaux de son roi, un âne enchanté et la princesse Blanche d'Ivray. Cloîtrée derrière les murs dorés qui l'ont vu naître, Blanche passe ses journées hantée par les souvenirs de sa défunte mère. Lorsque son père lui annonce son projet de se remarier à la suite du bal donné pour l'anniversaire de la jeune femme, celle-ci comprend qu'il a renoncé à faire d'elle son héritière. Le roi compte d'ailleurs profiter des festivités pour la présenter à Armand Mellet, le fils de sa plus grande rivale. Cette alliance pourrait empêcher la guerre qui s'annonce entre leurs royaumes. Blanche n'a que peu de temps si elle veut convaincre son père qu'elle est aussi sage que l'était sa mère et donc digne de le succéder. Elle ne voit ni la folie qui embrase les yeux de ce dernier, ni l'adoration qui illumine le regard de celui que la cour surnomme le fou du roi. Rattrapée par les effroyables secrets que dissimule le souverain, la princesse d'Ivray est prête à tous les sacrifices pour échapper au piège implacable qui se referme sur elle. Jusqu'à conclure un pacte magique. Or, dans une tour oubliée du palais, une fée enfermée depuis des années attend son heure, celle de la vengeance. Alors, mon avis. Pour ma première expérience avec une réécriture de conte, je dois dire que ma lecture de Peau d'âme a été captivante. Je ne m'attendais pas à être autant touchée par cette histoire, mais je ne vais pas vous redonner mon avis dans les détails car je vous l'ai déjà partagé dans le book club du mois de juin où nous avions pour thème ce mois-ci de la réécriture de contes ou de mythologie, mais je peux vous assurer que j'ai beaucoup apprécié cette histoire. Nous y suivons le parcours de Blanche, une jeune fille destinée à gouverner le royaume après son père, mais dont le destin prend une tournure inattendue lorsqu'elle se retrouve confrontée à l'obligation d'épouser son propre père, plongé dans la folie après la perte de sa femme. Afin d'éviter cette situation insupportable, Blanche est prête à
tout. Pour cela, elle va demander de l'aide à sa marraine fée, prisonnière du roi Alaric, son père, le père de Blanche. Malheureusement, notre héroïne n'imaginait pas que cette aide aurait un prix et qu'elle allait le payer cher. Et contre toute attente, Blanche va vivre une expérience qui va la libérer et lui permettre d'avoir un tout autre destin. Cependant, ce livre ne raconte pas que l'histoire de Blanche, mais aussi de sa cousine Margot, du fou du roi et du chevalier Roland. Chacun de ces personnages mène sa propre quête et se libère ainsi des chaînes qui les entravaient. Si vous aimez les réécritures de contes avec une touche d'originalité très surprenante, alors ce livre est fait pour vous. Le 4e livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est When Stars Come Out de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Stardust. C'est une urban fantasy qui se déroule à Rayon, je sais pas comment on prononce, dans l'Oklahoma et en même temps dans l'académie du chevalier Nakoma. Les personnages principaux sont Anora, Shai, Lennon, Zane, Nathalie, Jacobi, entre autres. En résumé, un nouveau lycée pour un nouveau départ. Voilà ce que se répète Anora. Oublier la mort de son grand-père, les disputes avec sa mère et surtout sa capacité à voir les morts. Mais dès le premier jour, l'âme d'une adolescente la menace. Troublée, Anora l'est davantage lorsqu'un élève la prend sous son aile. Pourquoi le beau Shai, populaire, star de l'équipe de foot, recherche-t-il sa présence ? Shai est troublé, lui aussi. Il a l'impression d'avoir toujours connu et aimé Anora. Pourtant, il ne peut être lié à une humaine. L'ordre qui gouverne les morts sur Terre l'interdit. On lui confie même la mission de surveiller la jeune fille car elle pourrait détenir un pouvoir redoutable sur les défunts. Tandis que d'inquiétants incidents se multiplient sur le campus, Anora et Shai vont découvrir les liens qui les unissent et leur destin. Alors, pour mon avis. Donc, toujours dans la continuité de mes lectures de réécriture de contes ou de mythes ce mois-ci, je me suis glissée dans When Stars Come Out, une histoire qui revisite le mythe d'Eurydice à travers les yeux d'Anora, une adolescente de 17 ans. Après la perte tragique de son grand-père, la jeune fille se retrouve plongée dans un monde où les fantômes, les âmes errantes et même les monstres, qu'ils soient humains ou fantastiques, deviennent sa nouvelle réalité. L'histoire commence avec Anora qui, en quête d'une vie normale, déménage avec sa mère dans une nouvelle ville. Cependant, elle découvre rapidement que les fantômes font partie intégrante de ce nouvel endroit, rendant son deuil et sa vie bien plus complexes. Ce qui aurait pu être une simple tentative de fuir son passé se transforme en une aventure où elle doit apprendre à naviguer dans un monde aux nouvelles règles. Au fil de son parcours, Anora tisse des liens avec de nouveaux camarades, découvrant qu'elle n'est pas seule dans sa capacité à voir les esprits. Certaines de ces relations sont même formées pour protéger la ville des dangers que représentent les morts. L'intrigue s'épaissit avec la mort mystérieuse d'une élève, poussant Anora à mener sa propre enquête et à comprendre son rôle dans cette histoire troublante. Grâce à ses nouveaux amis, elle comprend petit à petit ses capacités peu ordinaire, tout en affrontant les défis qui se présentent à elle. Mais forcément, qui dit capacité hors norme, dit vie semée d'embûches ou de gens mal intentionnés. Ce voyage initiatique est parsemé de questions sur la confiance, les apparences, parfois trompeuses, et la découverte de soi. Malgré toutes ces difficultés, Anora fait l'expérience de l'adolescence, entre amitié, trahison et premier amour. Et pour comprendre tout ce qui lui arrive, elle ne se prive pas de braver les interdits. Une vraie ado, une vraie vie d'ado finalement, avec juste un soupçon d'extraordinaire. Si vous aimez les romans, mêlant habilement adolescence et fantastique, ce livre est fait pour vous. Avec des échos de The Mortal Instrument de Cassandra Clare ou de Library Jumpers de Brenda Drake, ce livre offre une sympathique revisite d'un mythe grec. Mon 5e livre fut le tome 1 de la série The Whisper Weeks, le labyrinthe sans fin de Jordan Lees, aux éditions Ozu. C'est un roman jeunesse qui se situe entre fantastique et fantasy, qui se déroule entre Flamèche-les-Eaux et Dédaleum. Les personnages principaux sont Benjamia, Elisabella, Ansel, Edwid et bien d'autres.
En résumé, tout commença par une fissure dans le mur. Dédaleum est un monde étrange et impossible. Un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Quand Benjamia est propulsé à Dédaleum, sa route croise celle d'Elisabella. Pour rentrer chez lui, il n'a pas d'autre choix que de la suivre dans une quête effrénée sur la trace des mystérieuses Whisperwicks. L'histoire du garçon qui ne croyait pas en la magie et du monde qui l'a fait changer d'avis. Alors, pour mon avis, entre réécriture de mythologie, l'histoire du Minotaure, À la croisée des mondes, de Philip Pullman, et un petit côté Sheldon Cooper de la série Young Sheldon, j'ai passé un très bon moment de lecture. Nous y suivons, c'est dur à dire ou alors je suis fatiguée. Bref, excusez-moi, je reprends. Nous y suivons Benjamia, un jeune garçon qui ne jure que par la logique et la science, et dont la vie est bouleversée par des tensions familiales. Ses parents sont sur le point de divorcer et c'est très dur à vivre pour lui. Ce jeune garçon ne s'intéresse qu'aux livres de non-fiction, ancrés dans la réalité, et les vérités scientifiques. Il pense que tout se répare avec un peu de bonne volonté. Cependant, tout bascule lorsqu'il reçoit une mystérieuse poupée qui le propulse dans un monde totalement opposé à ses croyances. Ce nouvel univers, où l'absurde règne en maître, lui enseigne que la vie va bien au-delà des faits scientifiques. Il découvre que chaque être vivant traverse des épreuves, mais continue d'avancer, de croire et de s'accrocher à ce qui compte vraiment. Parallèlement, nous faisons la connaissance d'Elisabella, une jeune fille déterminée à retrouver son frère jumeau disparu dans le labyrinthe de leur ville. Dans cet endroit en perpétuel mouvement, peu parviennent à retrouver leur chemin s'ils s'éloignent trop de leur maison. Son amour inébranlable pour son frère l'incite à sortir de cette zone de confort qu'est leur foyer et à vivre des aventures dignes de son héroïne de roman préférée. La rencontre entre Benjamia et Elisabella est un tournant dans leur quête. Ensemble, ils affrontent de nombreux défis, chacun apportant des qualités qui viennent compléter l'autre. Elisabella, avec son impulsivité, apprend à réfléchir avant d'agir, tandis que Benjamia, avec sa prudence, découvre la beauté de l'imprévu et l'importance des émotions. Si vous aimez les romans jeunesse, l'aventure et la magie, alors vous devriez être ravis par cette histoire. Le 6e livre que j'ai lu est le tome 1 de Contrer les brumes, Le Guet de mort, de Léa Muna, publié chez Scrinéo et que j'ai reçu en service de presse grâce à Ned Gallet. C'est une fantaisie qui se déroule, comme son nom l'indique, au Guet de mort et qui met en scène plusieurs personnages principaux comme Clairvy, Aurel, Messer Sénoc et bien d'autres. En résumé, dans l'amertume, une étendue de brume mortelle, les chimères rôdent. Clairvy, domestique sur le Guet de mort, passe ses journées au service de Messer Sénoc, un éminent alchimiste. Entre préparation du feu bleu et relevé du front brumeux, toutes les précautions sont bonnes pour se protéger de l'amertume. Juste avant la grande marée, les hommes du bastion découvrent l'existence d'un chiméron, un hybride mi-humain, mi-chimère. Les inquiétudes s'accroissent avec la montée des brumes. Quelles sont les véritables intentions de cette créature ? Lorsque Clairvy découvre qu'elle a des facultés similaires à celles du chiméron, tout bascule. Un lien se tisse entre eux et elle doit maintenant choisir entre son cœur et ses devoirs. Et si le chiméron n'était pas une menace, mais la preuve vivante d'un salut pour l'humanité ? Alors, pour mon avis, j'ai trouvé cette lecture particulièrement intéressante. L'autrice réussit à nous plonger dans un univers complexe en nous présentant la lutte entre deux camps, les humains et les chimères. Face à une brume mortelle et à des champignons envahissants, chaque personnage se bat pour sa survie, souvent sans chercher à comprendre les motivations de l'autre. Nous suivons Clairvy, une jeune élève du maître du Guet de mort, qui fait face à de nombreux défis. Le premier est celui d'être une femme dans un environnement dominé par des hommes aux intentions parfois très douteuses. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses amis, Aurel, Jean, Kaour et surtout de son mentor, le maître Sénoc, qui l'aide à naviguer dans ce monde hostile.
Grâce à leur protection, Clairvy a l'opportunité d'apprendre l'alchimie et la fabrication d'un feu bleu, essentiel pour se défendre contre les chimères. Ses compétences seront cruciales pour surmonter les obstacles qui se dresseront sur son chemin. Le second défi auquel elle est confrontée est la menace constante de la brume, capable de tuer quiconque s'y expose sans protection. Alors que des chimères de plus en plus agressives arrivent de plus en plus près du guet de mort. Son maître compte sur elle pour l'aider à trouver des solutions pour leur survie. L'intrigue prend un tournant lorsque l'équipe de guetteurs, accompagnée du maître Sénoc, gravement blessé, ramène un être mystérieux à mi-chemin entre l'humain et la chimère. Clairvy se retrouve alors impliquée dans l'analyse de cet être, espérant qu'il pourra fournir des réponses sur la manière de se défendre contre les chimères et de survivre à la brume. Cependant, la présence de ce chiméron suscite des tensions exacerbant la peur et la colère parmi les guetteurs, ce qui menace l'harmonie du guet. Face à ces défis, Clairvy va devoir affirmer son indépendance et défendre les valeurs qui lui tiennent à cœur. Si vous êtes amateur de fantasy, de world building riche, de personnages attachants et de réflexions profondes, je vous recommande ce livre. Le 7e livre que j'ai lu, c'est le tome 1 de la trilogie Absolue, Les Mobilisés de Margot de Seine, publié chez Big Bang. C'est une dystopie qui se déroule à Varsovie et qui met en scène plusieurs personnages principaux, dont notamment Prime, Johanna, Edouard. En résumé, entrez dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Amis depuis leur enfance, Prime et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation des Ris, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Pour Prime et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Edouard, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Pour mon avis, je dois dire que cette lecture a été véritablement addictive. L'histoire m'a plongée dans un univers captivant où de très nombreux personnages, tous complexes et dotés de voix distinctes, cohabitent et luttent pour survivre dans cette ville abandonnée, constamment menacée par le danger. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est la manière dont l'autrice dépeint ces jeunes lâchés dans une sorte de ville-prison qui enferme un monstre dangereux. Ils doivent faire preuve d'ingéniosité pour trouver des solutions et s'organiser face à l'adversité. La présence de plusieurs clans ajoute une dimension fascinante à l'intrigue et j'ai trouvé très intéressant que Margot de Seine explore les points de vue de chaque personnage ainsi que de chaque camp. Cela enrichit l'histoire et permet de comprendre les motivations de chacun. Les personnages sont incroyablement attachants et au fur et à mesure que l'intrigue se développe, notre intérêt pour eux grandit. Les révélations et les découvertes s'enchaînent, rendant le livre difficile à poser. L'autrice réussit brillamment le défi du page-turner. On dévore ce livre avec avidité. Et on adore suivre nos héros qui s'efforcent de percer les mystères qui les entourent, malgré les dangers qui les menacent. La plume de Margot de Seine est pleine de promesses et elle reste fidèle à sa réputation d'autrice qui joue habilement avec ses personnages. On ressent une palette d'émotions, la tristesse, la joie, la colère qui peut en aveugler certains, mais aussi la compassion pour chacun d'eux. On souhaite ardemment qu'ils parviennent à s'en sortir, à comprendre leur situation et à se libérer des entraves qui les enchaînent. En résumé, j'ai été conquise par cette histoire. Si comme moi, vous appréciez les romans qui nous immergent dans l'esprit de chaque protagoniste, qui révèlent un monde bien plus riche que ce qu'il semble être, alors cette série est faite pour vous. Pour ma part, il est clair que je poursuivrai ma lecture avec impatience des prochains tomes et j'ai hâte de découvrir la suite de cette aventure palpitante.
Le 8e livre de ce mois de juin a été Jules Verne et le gentleman cambrioleur, le gentilhomme cambrioleur de Céline Gis, publié chez Fayard et reçu en service de presse de la part de Ned Gallet. C'est un polar historique qui a pour cadre la ville d'Amiens et pour personnages principaux, notamment Jules Verne. Oui. Alors, en résumé, Amiens, 1883. Une série de vols rocambolesques divertit la presse et les lecteurs. Un mystérieux gentilhomme cambrioleur dépouille de leur fortune les notables les plus en vue. Mais lorsqu'un crime abject lui est attribué, les habitants et les autorités sont en émoi. Accusé par la police d'être le coupable, Jules Verne n'aura d'autre choix que de poursuivre cet individu pour laver son honneur. Alors, pour mon avis, j'ai été enchantée par le roman Jules Verne et le gentilhomme cambrioleur de Céline Gis. L'idée de voir Jules Verne comme personnage principal est à la fois surprenante et fascinante. L'autrice réussit à rendre cette approche captivante. Céline Gis maîtrise son sujet avec brio, ce qui rend ce roman policier très agréable à lire. J'ai pris beaucoup de plaisir à mener l'enquête en même temps que les personnages, et j'étais ravie de constater que mes intuitions étaient justes. Bien que ce soit le tome 2 d'une série, il peut se lire indépendamment du tome 1, ce qui est un vrai plus. Je n'ai pas eu de difficulté à suivre les personnages, ce qui est très appréciable. Lors du salon de Créteil-en-Poche, j'ai même eu l'occasion de me procurer le tome 1 et de rencontrer l'autrice, et ce fut une vraiment belle rencontre. Mais revenons-en au livre. L'intrigue suit donc un gentilhomme cambrioleur qui vole les riches pour aider les plus démunis. Lors d'un vol où Jules Verne est présent, un collier est dérobé sous les yeux de tous et tous les soupçons se portent sur lui. Innocent des accusations à son égard, Jules se lance dans une quête pour démasquer le véritable coupable et faire triompher la vérité. Cependant, il doit faire face à un commissaire obstiné et déterminé à trouver le criminel, quel qu'il soit, coupable ou innocent, pourvu que quelqu'un tombe. Parallèlement à cette enquête sur le voleur, le gentilhomme cambrioleur, un mystérieux assassin laisse des cadavres sur son passage et notre commissaire, résolu à faire tomber quelqu'un, coûte que coûte, se lance à sa poursuite avec acharnement. Jules, tout aussi intrigué et ne désirant pas faire d'amalgame comme le commissaire qui mène aussi l'enquête, va donc aussi mener l'enquête. Chacun part à la recherche de sa vérité et cette dualité entre le bien et le mal est habilement explorée par l'autrice. Si vous aimez les romans policiers historiques avec des personnages originaux, des références ou des clins d'œil à d'autres œuvres et une intrigue bien ficelée, ce livre est fait pour vous. Alors, là, je vous ai fait le bilan de mes 8 lectures finies sur le mois de juin, c'est-à-dire que le 30 juin, je les avais tous lus. Là, on arrive à un livre que j'ai commencé à lire fin juin. Nous sommes, comme je vous le disais, le 3 juillet au moment où j'enregistre cet épisode et je n'ai toujours pas fini de lire ce livre, mais je vais quand même vous en dire quelques mots, mais je vous ferai un avis plus détaillé sur l'épisode du mois de juillet pour le coup, puisque ce sera sur mes lectures du mois de juillet que je vous partagerai cet avis. Donc, alors, plus de mystère, quel est ce 9e livre ? Enfin, ce livre 8,5. Alors, c'est Quand nos os retourneront à la terre de V.I. Schwab, publié chez Lumen, reçu en service presse grâce à Ned Gallet. C'est un roman fantastique qui se déroule entre l'Espagne, les États-Unis et l'Angleterre. Les personnages principaux sont Maria, Lottie, Sabine et Alice. En résumé, une vie pour l'aimer, une nuit pour mourir, l'éternité pour se venger. Alice pensait avoir un brillant avenir devant elle, jusqu'au soir de sa mort, laquelle ne marque pourtant pas la fin de son histoire. Le lendemain matin, elle découvre l'inimaginable, elle est devenue une vampire. Sans aucun souvenir des événements de la veille, affamée et horrifiée, elle va tout faire pour retrouver la trace de celle qui l'a transformée, la mystérieuse inconnue avec qui elle a passé la soirée. Plus d'un siècle auparavant, Charlotte fait la connaissance de Sabine. Très vite, elle trouve en la jeune veuve une confidente, une mentor et même
une amante. La nuit où elle se jure que jamais rien ne pourra les séparer, Sabine fait d'elle une vampire. C'est là le début d'une histoire d'amour passionnelle, longue de plusieurs décennies, qui finit par s'étioler à mesure que les instincts de prédatrice de Sabine prennent le dessus sur son humanité. Entre les deux femmes commence alors un jeu de chat et de souris, du chat et de la souris, entre jalousie féroce et promesses éternelles, qui laissera tout un tas de cadavres dans leur sillage, jusqu'à Alice. Donc, comme je vous disais, je ne pourrais pas vous donner un avis très détaillé ce mois-ci, parce que j'en suis arrivée à la page 474 sur 768. Autant dire qu'il me reste un peu moins de la moitié à lire, donc nous sommes un jeudi 3 juillet, je dirais que je vais finir ce livre, à mon avis, dimanche, je pense, samedi au plus tôt. Pour le moment, l'histoire me plaît plutôt pas mal. Ils l'ont, les booktubeuses que j'ai suivies l'ont beaucoup comparé dans la manière dont l'intrigue est menée, l'histoire est racontée, à La vie invisible d'Adi Larue, que j'avais beaucoup apprécié il y a 2 ou 3 ans quand j'en ai fait la lecture. Et pour le moment, oui, effectivement, on est dans une histoire qui raconte un peu la vie de chacune des héroïnes, leur passé, leur présent, pour essayer de nous faire comprendre qui elles sont, comment elles se sont rencontrées et ce qui a entre elles fait basculer les choses et transformer leur vie. C'est très intéressant. C'est une lecture qui se fait plutôt bien. Je crois que j'ai commencé ce livre dimanche, on est jeudi. J'ai quand même déjà bien dégrossi l'histoire, mais bon, je vous en dirai plus au mois de juillet quand j'arriverai à la fin de ma lecture et que je vous le chroniquerai à la fin du mois. Nous allons donc pouvoir passer à la deuxième partie de ce podcast, la chronique d'écriture. Cela faisait longtemps que je ne vous avais pas fait un petit point sur l'avancée de mes projets d'écriture et en ce milieu d'année, je crois qu'il est bien temps de vous faire un petit point, un petit update. Alors, on va commencer par mon premier roman qui est terminé, Paranormal Détective. Alors, vous avez dû voir, je pense, dans mes petites publications, je suppose que j'ai dû vaguement en parler, en tout cas y faire peut-être de petites allusions. Entre janvier et juin, j'ai soumis mon histoire à 18 maisons d'édition, donc 4 appels à texte. Autant vous dire que ce ne fut pas simple, car chaque ME avait ses propres critères et des demandes parfois spécifiques quant au format du texte. J'en ai passé des heures à parfaire mon dossier de soumission et à le personnaliser en fonction de leurs demandes, mais c'est avec un mélange d'excitation et d'appréhension que je leur ai envoyé mon roman. Alors à ce jour, en mois de juin, enfin donc début juillet, si on doit parler chiffres, j'ai eu sur les 18 maisons d'édition 6 refus, 8 qui sont restés pour le moment sans retour, et au bout de 5-6 mois, je ne me fais plus trop d'illusions sur CME, mais bon, l'espoir continue toujours de faire son travail. Alors j'ose attendre encore un petit peu que quelque chose s'annonce d'ici la rentrée, après tout, on ne sait jamais. Il y en a 2 qui avaient déjà annoncé aux auteurs qu'ils ne reviendraient vers nous que cet été, donc je croise les doigts pour avoir un retour en juillet ou en août, voire en septembre. Et un dont le comité de lecture a validé mon histoire et qui attend d'être lu par l'éditrice. Et ouais, je suis trop contente, j'ai trop hâte et en même temps, vous n'imaginez pas à quel point j'ai la trouille. Et un dont le dossier de soumission a passé le cap de la première étape de l'étude du dossier de soumission et qui a été envoyé en comité de lecture. Et ouais, ça fait 2 maisons d'édition qui se sont intéressées à mon dossier, à mon texte. Ça fait plaisir, ça fait du bien. C'est pas gagné encore, je me doute bien, mais je me permets d'y croire un petit peu. Parce que dans tous les cas, c'est le jeu. Ce qu'il y a de bien, et en particulier avec ceux qui l'ont mis dans leur case à étudier, c'est que j'aurai un retour professionnel. Et ça
c'est génial. Vous n'imaginez pas le bond dans mon cœur quand j'ai su que mon texte avait passé certaines étapes. Bien entendu, j'espère toujours plus, mais je reste les pieds sur terre et je laisse le temps passer. Je verrai bien. Vous vous posez peut-être la question des refus ? On va passer à ça. À quoi ils ressemblaient ? Eh bien, voici un petit récap des points qui m'ont été soumis. Réponse bateau ou vraie réponse, je ne saurais le dire, mais c'est déjà une première forme de retour. Alors, j'ai eu comme type de refus. Le texte ne correspond pas à ce que nous recherchons présentement pour développer notre ligne éditoriale, ou il ne correspond pas à ce que nous recherchons actuellement pour développer nos collections. Bon, ce genre de réponse, j'avoue, peut signifier tout et rien, mais restons positifs et voyons ça comme à ce jour, pas possible, mais peut-être dans le futur, qui sait. Un autre refus que j'ai eu, c'est « Nous avons étudié attentivement votre œuvre qui, malgré ses qualités, n'a su faire l'unanimité de notre comité de lecture. » Là, il est clair qu'un texte peut trouver ou pas ses lecteurs, et c'est ce qui fait la différence entre un roman qui sera publié ou non. Car oui, ce passage par le comité de lecture fera toute la différence. Alors bon, je croise les doigts pour les 2 maisons d'édition qui sont en train de lire mon roman, on verra bien ce que ça donnera. Un autre exemple de refus, nous espérons sincèrement qu'il trouvera malgré tout la place qui lui revient chez l'un de nos confrères. Eh bien écoutez, moi aussi, oui, moi aussi j'espère qu'il trouvera sa place chez une autre maison d'édition et qu'un éditeur se dira « Bingo, c'est la meilleure histoire de l'année !» Je peux toujours rêver. Donc, cette réponse reste quand même rassurante, ça donne de l'espoir, alors bon, advienne que pourra. Voici donc un petit état des lieux de l'avancée de ce projet. Je croise les doigts et garde l'espoir que mon roman Paranormal Détective se retrouvera un jour sur les étagères de vos bibliothèques. Et sur la mienne, bien entendu. Mon deuxième projet, alors celui-là est un projet en cours d'écriture, est un projet de fantasy. Mais bon, pour vous parler de ce projet actuel, ça va être un petit peu plus difficile pour moi. Oui, car je suis bloquée. Qui l'eût cru ? J'ai pourtant bien brainstormé mon intrigue et mes personnages, j'ai créé mon world building, fait mes fiches personnages, j'ai même déjà écrit plus de 30 000 mots à ce jour, mais je ne sais pas. Quelque chose me pousse à procrastiner et j'ai toujours des tonnes de choses à faire quand c'est l'heure d'écrire. Yes. J'avoue qu'après avoir mené à bien un premier projet, et ce jusqu'au bout, je culpabilise de ne pas arriver à retrouver le rythme que j'avais avant. J'ai même remanié ce que j'avais déjà écrit pour trouver une nouvelle dynamique et me pousser à avancer. Mais les journées passent sans que je m'y remette vraiment à fond. Est-ce la peur de l'échec ? L'attente des retours de mon autre projet de ses soumissions ? Peut-être. Ou est-ce un manque d'idées ? Des idées encore trop confuses ? Je ne saurais trop le dire. J'ai pourtant une idée qui tient la route. Enfin, de mon point de vue. Des personnages que j'aime déjà très fort. J'ai même listé mes péripéties, mes rebondissements, et pourtant, je me sens perdue. Peut-être que cela ne tient pas la route, en fait. Peut-être que je trouve que je n'ai pas encore assez brainstormé, et le pire, c'est que c'est bien possible. Ce ne sont pas que des excuses que je me trouve pour ne pas écrire, bien entendu. Il y a toujours un fond de vérité dans la procrastination. Est-ce parce que je m'attaque au genre de la fantaisie ? Avec des codes très spécifiques, de fortes attentes des lecteurs ? Peut-être. Alors je lis beaucoup de romans de fantasy en ce moment pour m'imprégner des ambiances, des tropes utilisés, des univers et de ce qui est mis en place dans l'organisation des aventures des héros. Et ça m'aide quand même un petit peu. À ce jour, je suis passée de 2 points de vue différents à 3 pour enrichir encore plus le texte, le sous-texte et tous les liens qui se feront au niveau de l'intrigue. Mais peut-être est-ce trop ? Peut-être qu'à trop vouloir approfondir mon récit, j'ai creusé un trou si profond sous la mer qu'il prend l'eau. Bref, voilà un peu où j'en suis. Pas très loin. Mais pourtant, je garde espoir et j'essaye vraiment d'avancer.
D'ailleurs, pour faire un bond dans mon écriture, je me suis inscrite au Writing Plume Camp, organisé par l'agence La Plumerie, dont je vous ai déjà parlé en début d'année lorsque Marie-Ève Flory et Andy Wu, les fondatrices, ont lancé leur challenge Boost ta com sur Instagram. Vous allez me dire, mais c'est quoi le Writing Plume Camp ? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un camp d'écriture pour les autrices, qui veulent avancer sur leur roman. Ce challenge se déroule sur tout le mois de juillet. Il va nous aider à fixer un objectif de mots à atteindre durant le mois, à écrire un peu chaque jour pour atteindre cet objectif. Il y a, puisque je l'ai commencé, pourquoi je mets ça au futur ? Il y a un Discord privé avec des défis quotidiens et hebdomadaires, des sessions d'écriture collective, une communauté motivante. Ce sera un peu plus qu'un anneau 8 mots, car chaque semaine, nous aurons des leçons, des astuces, des conseils, des podcasts et plein d'autres choses que j'ai hâte de découvrir. La première semaine touche bientôt à sa fin, bien que ça ne fait que 4 jours. Les informations, les conseils sont vraiment très intéressants et leur compteur de mots nous donne vraiment un aperçu très statistique et très mathématique du nombre de mots qu'on souhaite obtenir, atteindre. Et c'est pas mal. Cet été, je vais donc enfin et vraiment avancer sur mon projet, tel est en tout cas mon objectif. Ce roman va s'écrire et mon histoire sera chouette. En tout cas, je ferai tout pour. Je sens que je vais être bien occupée, mais peut-être est-ce justement ce dont j'ai besoin. Je me rappelle que pour Paranormal Détective, au moment où j'ai fait la formation l'ICAR, l'Institut des carrières littéraires, j'avais écrit 13 chapitres. Pas encore tout planifié, ni tout pensé, et ma formation et ma promo Polaris m'ont donné l'élan pour aller jusqu'au bout, et ce premier jet est devenu un roman. Alors je vais garder confiance, encore y croire et avancer. La suite dans un prochain épisode. De toute façon, je vous ferai un retour dans l'épisode de juillet sur ce challenge et ce que cela aura donné. Donc pour en savoir plus, restez connectés. Dans ma troisième partie, la chronique mais pas que, j'avais envie ce mois-ci de faire un peu comme les booktubeuses qui, au mois de juin, lancent toutes leurs tags du Mid-Year Freaking Out, une sorte de bilan de mi-année. C'est un thème que j'emprunte donc aux réseaux sociaux et aux booktubeuses que je suis et que j'avais envie d'explorer à mon tour. J'ai regardé l'épisode de Muffins and Book qu'il a elle-même emprunté à une autre booktubeuse et je l'ai également vu passer sur la chaîne de Perfect Flow. Alors voici mon retour sur ce bilan de mi-année 2025. Déjà, est-ce parce que j'ai beaucoup lu que je n'ai pas vu le temps passer ? Bref, l'été arrive et je vais rester sur cette période de l'année que j'apprécie tout particulièrement sans penser qu'on se rapproche de nouveau de Noël. Eh oui, on est à la moitié de l'année. On a déjà entamé la deuxième partie de l'année. Bref. Allez, restons sur cette première partie de l'année de janvier à juin et je vais donc reprendre les questions qui ont été développées donc dans les vidéos YouTube que j'ai vues et on y va, c'est parti. Alors, première question. Quelle est ma meilleure lecture en ce début 2025 ? Alors, je dirais que c'est Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig, publié chez Sabran. Vous vous souvenez, c'est un roman qui se passe en 2 tomes autour d'une héroïne qui s'appelle Elspeth, dans un monde où les cartes du tarot ont la possibilité de donner des pouvoirs à celui qui le possède. Et notre chère Elspeth a, dans son enfance, touché une de ses cartes de tarot et a ouvert la porte à une sorte d'esprit qu'elle appelle cauchemar, puisqu'il est issu de la carte du cauchemar. Et il partage son esprit avec elle et ils vont essayer de survivre dans un monde où les personnes comme eux, touchées par une brume qui leur a donné la possibilité d'avoir des pouvoirs magiques, sont tuées, assassinées par le royaume pour éviter la contamination. Et Elspeth
du coup arrive à survivre et est protégée par sa famille jusqu'au jour où elle rencontre un jeune homme qui fait partie du royaume et qui justement est le dirigeant de la garde qui tue ces personnes contaminées, on va dire, par la brume. Et ensemble, ils vont collaborer pour trouver les dernières cartes que le roi cherche à acquérir pour obtenir toutes les cartes et trouver un remède à cette brume et cette maladie qui contamine les gens par leur magie et qui les amène à sombrer dans la folie. J'espère que mon résumé a été clair. Dans tous les cas, j'ai fait un épisode qui vous résume et qui vous donne mon avis plus en détail sur ce livre. C'est l'épisode de janvier et j'avais lu le tome 2, je crois, sur l'épisode de mars. Bref, passons à la deuxième question. Quelle est la meilleure suite de saga que tu as lue ou que j'ai lue ? Alors, là, je vais avoir du mal à répondre correctement à la question, vu que tout ce que j'ai lu à ce jour sont surtout des tomes 1. Et oui. Mais pour donner tout de même une réponse, je dirais Deux couronnes corrompues, le tome 2 d'Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig, qui est la suite du livre dont je vous parlais précédemment à la première question. Donc je n'irai pas plus en détail. La seule chose que je peux rajouter, c'est que dans le tome 1, on est du point de vue d'Elspeth et du jeune homme dont j'ai oublié le prénom. Et dans le tome 2, on est du point de vue de l'un des princes héritiers du royaume et de la cousine de Elspeth, qui vont à leur tour vivre l'histoire et donner une autre image de cette histoire, et c'est génial. Lisez ce livre. Voilà, j'ai plus rien d'autre à dire pour cette question. La troisième question. Quelle parution de début d'année ai-je envie de lire ? Alors, je dirais La Voix de Lorée, le tome 1 de Marie Fabre. Alors, en gros, si je me souviens bien du résumé, on est dans un monde qui est en plein cœur de la révolution industrielle, et un métal hors norme et miraculeux attise la convoitise dans ce monde. Mais ce monde est menacé par les crimes d'un tueur en série qui s'en prend à des politiciens. Et on a donc un jeune reporter qui se lance sur la piste de cet assassin et qui va s'allier à une brigadière pour partir à la recherche de tout un tas de choses pour pouvoir permettre d'enrayer une maladie inconnue qui se propage dans les quartiers pauvres de la ville et retrouver cet assassin. Et donc on va voir et découvrir plein de choses. Je pense que je ne vais pas vous en dire plus parce que de toute façon je ne l'ai pas lu. Donc, moi vous me dites, monde de fantasy superbement construit avec un tueur en série. Voilà, vous m'avez gagné, j'ai envie de lire ce livre. Quatrième question. Quelle sortie j'attends avec impatience ? Eh bien, je vous dirais un livre que j'ai précommandé, je crois, en mai et que j'ai reçu aujourd'hui, exactement, qui est le 3e tome des jumeaux Crochemore, qui s'appelle Damnation, de Cassandra O'Donnell. Alors, si vous voulez retrouver un résumé du tome 1, du tome 2 et mon avis, vous avez l'épisode du mois de juin de l'année dernière, je crois, où j'avais lu ces livres. Notamment, j'avais fait un épisode coup de cœur sur le tome 1 et le tome 2. Là, j'ai enfin reçu le tome 3 et j'ai hâte. Alors, on est dans une ville, Whisper Town, que personne ne voit sur la carte, qui est énormément protégée par la famille Crochemore. Et on a 2 enfants, Oren et Silence, qui ont été emmenés par leurs parents quand ils étaient bébés dans le vrai monde, et qui ont quitté donc Whisper Town quand ils étaient petits, et qui ne savent rien
de Whispertown ou de leur famille ou de ce qui s'y passe, ou de ce qui se trame dans le manoir familial. Et à cause d'un accident, ils perdent leurs parents. Et ils se retrouvent en famille d'accueil. Et un jour, un avocat va venir les chercher de la part de leurs grands-parents croche-morts pour les emmener avec lui à Whispertown pour qu'ils retournent dans leur famille, tout simplement. Mais cette ville est étrange, il se passe des choses particulières, surtout la nuit, avec une sorte de brume qui contamine les alentours de la ville et qui tue les gens qui s'y aventurent. Et on y suit en fait du coup Oren et Silence qui découvrent cette ville au fur et à mesure, les règles, ce qui s'y passe, etc. etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Silence, depuis son accident, a une sorte de démon qui peut prendre parfois possession de son corps sans qu'elle s'en rende parfois trop compte. Et donc du coup, on suit leurs aventures. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce roman, n'hésitez surtout pas à aller écouter l'épisode coup de cœur que j'ai fait au mois de juin 2024. Voilà. 5e question. Quelle est ma pire déception de ce début d'année 2025 ? Alors, le seul livre que j'ai abandonné sur ces 6 premiers mois, c'est plutôt pas mal, c'est un livre de Bernard Werber qui s'appelle Nous les dieux, qui est, moi, dans mon édition sur le livre de poche. Autant j'avais vraiment adoré les Thanatonautes, autant là, je n'ai pas du tout réussi à m'accrocher à l'histoire et à poursuivre cette histoire. Pourtant, ça partait bien. Les Thanatonautes, ça fait très 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 longtemps que je l'ai lu, donc je vais essayer de vous faire un résumé clair et précis, mais ça va être compliqué. Ça parlait de scientifiques qui menaient des expériences des expériences de mort imminente, pour aller découvrir ce qu'il y avait derrière le voile de la mort, on va dire ça comme ça, et qui, au fur et à mesure de leurs différents voyages, entretiennent une certaine endurance et peuvent monter de plus en plus les paliers. Je crois que ça parle un peu des 9 cercles de l'enfer de Dante, donc ils remontent chacun des cercles de l'enfer. Et j'avais trouvé ça vraiment génial parce que Bernard Werber racontait une histoire avec une intrigue, mais il insérait aussi dans son livre des petits extraits de mythologie, de religion, d'histoire, de vraies choses qui tournent autour justement de la mort, la vie après la mort, des dieux, des anges, etc. etc. Il y avait, juste après ce tome des Thanatonautes, il y avait Nous les anges, ou l'Empire des anges, quelque chose comme ça, que j'avais aimé, mais j'avais commencé à moins apprécier. Et je crois qu'il y a un autre tome encore avant Nous les dieux. Et là, dans Nous les dieux, tout le monde était mort, mais ils avaient passé un cap et ils avaient rejoint une sorte d'école pour apprendre à devenir un dieu et à créer des mondes, faire vivre des humains et à jouer avec la vie de leurs petits pions. Voilà en gros le résumé de cette saga. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux comme l'a été ma lecture de Nous les dieux. Je suis désolée pour tous ceux qui l'ont apprécié. Moi j'ai vraiment adoré les Thanatonautes, mais là Nous les dieux, j'ai lu plus de 300 pages et je me suis dit non c'est bon, j'ai plus envie. Je me suis arrêtée. Parfois il faut savoir s'arrêter quand un livre ne nous plaît pas. Ça ne sert à rien de s'évertuer à lire quelque chose qui pourrait nous dégoûter de la lecture ou nous plonger dans une panne de lecture. Franchement non. Il y a des tonnes et des tonnes de livres dans ce monde, tous plus ou moins merveilleux à découvrir. Alors autant laisser tomber des livres auxquels on n'accroche pas, nous personnellement, et passer à un autre livre. 6e question. Quelle fut ma meilleure surprise ? Eh bien, c'est le livre Sous la brume de Yann Bécu, publié chez HSN, les éditions de l'Homme sans nom. Ce fut une très chouette histoire que j'ai dévorée et
adoré. Ça a été mon coup de cœur du mois de mai, je crois. On y suit plusieurs personnages, une policière qui va mener une enquête sur l'organisation qui a mis en place des sortes de... un système avec une intelligence artificielle qui, quand vous lui donnez une œuvre d'art, un objet ancien, va la manger, entre guillemets, et va en ressortir les sons qui ont eu lieu au moment où cet objet a été créé, où cet objet a été mis en avant. Et on peut entendre par exemple les voix du peintre et de son modèle. On peut entendre peut-être aussi des dialogues qui se tournent autour de cet objet à des instants clés de l'histoire et qui peuvent peut-être permettre de comprendre certaines zones d'ombre de décisions historiques, etc., etc. Et on a un monde où la vie est pas très simple. Il y a un revenu minimum de vie et les gens sont quasiment prêts à tout pour récupérer des crédits et ils sont prêts à détruire des œuvres d'art parce que la machine mange vraiment ces œuvres d'art et la transforme en sable, en poussière, et pour récupérer quelques minutes d'un son qui pourrait leur apporter gros si le son dévoile un secret mystérieux. Et forcément ça pose des questions sur la destruction d'œuvres d'art, d'œuvres du passé. Est-ce que c'est juste de faire ça? Est-ce que on devrait trouver d'autres moyens? Est-ce que voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à écouter mon avis dans l'épisode où je parle de ce livre et à découvrir le livre parce que franchement, c'était génial. 7e question. Quelle auteurice ai-je découvert et adoré? Ina Ciel, l'autrice de la duologie Emblème. C'est un livre que j'ai lu le mois dernier, mois de mai, donc vous retrouverez mon avis et le résumé plus détaillé dans mon épisode où je fais ma chronique de lecture. Donc c'est une duologie dont le tome 2 déjà m'attend dans ma palle parce que elle m'a laissé en PLS, l'autrice, et donc du coup je voudrais savoir comment ça va se passer. En gros, on a 2 personnages principaux, un jeune homme qui est fasciné par la mort, les animaux, les choses, comment ça fonctionne, comment c'est à l'intérieur, etc. Et une jeune fille qui vit dans un monde où, à part se marier, elle n'a pas trop de possibilités et de choix. Et la seule chose qu'elle rêve, c'est d'intégrer une école sur l'île de Scientifica pour pouvoir être libre de faire et de vivre la vie, faire ce qu'elle veut, vivre la vie qu'elle a envie de mener. Et elle fait appel à une marieuse pour trouver le parti idéal qui pourrait lui donner la possibilité de pouvoir passer le concours d'entrée dans cette école, parce qu'il faut être marié pour pouvoir avoir le droit d'y participer. Et il faut que le mari donne son assentiment et son accord à cette formation et à ce concours. Et donc du coup, elle va épouser notre cher Ereb, pour pouvoir essayer d'atteindre son objectif. Mais bon, voilà, il y a plein d'autres choses puisqu'on découvre un peu plus de la vie d'Ereb et pourquoi il est si renfermé sur lui-même et pourquoi il s'intéresse autant à la mort, à la dissection, etc. J'ai beaucoup aimé ce livre et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Alors, la question numéro 8. Quel est mon dernier book boyfriend? Comme vous l'aurez compris, si vous avez écouté l'épisode 6 du Book Club, où nous vous partagions nos avis sur des réécritures de contes et de mythologie, j'ai beaucoup apprécié le personnage du Fou du Roi dans le tome 1 de Podam, d'Aude Ziegelmeyer. Il n'est pas le personnage principal de cette histoire qui tourne essentiellement autour de Blanche, mais il a une petite place dans mon cœur parce qu'il signifie tellement plus
que ce qu'il montre de lui. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Donc, je vais pas vous refaire le résumé, je viens de vous le faire il y a quelques minutes. J'en parle dans le book club. Plus haut, si vous revenez en arrière, vous aurez à nouveau le résumé et mon avis. Mais j'ai une petite préférence, oui, pour ce personnage du Fou du Roi. La 9e question, quel est mon nouveau personnage préféré ? Alors là, je n'ai pas répondu à la question. J'avais préparé toutes mes questions en amont. Et en fait, je ne sais pas qui est mon personnage préféré. J'ai lu tellement de livres intéressants ces dernières semaines que j'aurais du mal, ces derniers mois même, puisqu'on est sur le Mid-Year Freak Out Challenge. J'ai aimé trop de personnages. C'est pas possible de vous dire que j'ai un personnage préféré plus qu'un autre. J'ai adoré Ereb, j'ai adoré Elspeth, j'ai adoré Xadon, j'ai beaucoup aimé Violette, même si donc Xadon et Violette c'est dans Fourth Wing de Rebecca Yarros. Dont pareil, je vous en ai parlé sur mes lectures du mois dernier. J'avoue que là, je suis un peu perplexe. Je ne saurais pas trop qui désigner comme nouveau personnage préféré. Il y en a trop. Donc, je vais passer à la question suivante, qui est quel est le dernier livre qui m'a rendue heureuse ? Alors là, c'est pareil. C'est compliqué parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup lu de one-shot. Donc, comment dire que y a certaines fins de tomes qui vous laissent en plan et qui vous laissent vraiment en plan. Et donc, pour l'instant, j'ai beaucoup aimé lire Emblème de Ina Ciel. J'ai beaucoup aimé lire Absolu, les mobilisés de Margot de Seine. Et mon plus gros coup de cœur pour l'instant, c'est Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig. Donc, je dirais, non, c'est trop compliqué, je peux pas. Je vais passer à la question d'après. La 11e question. Quels sont les plus beaux livres qui ont rejoint ma bibliothèque ? Alors, nous avons tout d'abord La demeure des Mahorel de Siècle Vaelban et Anouk Faure, dont je me suis procuré un exemplaire pendant le salon Créteil en poche, parce qu'il y avait l'illustratrice Anouk Faure qui était présente lors de ce festival, et j'ai saisi l'occasion de pouvoir acheter un livre que Siècle avait écrit en collaboration avec Anouk Faure. Donc du coup, il fait partie de ma palle. Alors je vais vous en parler plus ou moins vite fait, parce que je ne vais pas trop m'étaler dessus, puisque je ne l'ai pas lu. Donc on est dans un monde où il n'y a plus de terre, il n'y a que de ciel et l'eau qui coexistent encore, qui forment un monde fluctuant aux perspectives infinies. Les dernières communautés survivent à bord de dirigeables ou de radeaux-villes. Ils subissent les caprices des vents, de l'océan. Il ne reste du passé que les histoires de ceux qui portent la mémoire du temps d'avant. Et on va se concentrer sur l'histoire d'un conteur émérite qui aspire à écrire l'ultime histoire, celle qui modèlera le monde à son image. Mais une tempête se lève et sa barque est emportée par des flots noirs. Il est donc isolé au milieu de l'océan, furieux et impuissant bien entendu, sinon ça serait pas drôle. Et Regard, c'est son nom, attend la mort. Il va alors faire une rencontre improbable, celle d'un radeau dirigé par 2 enfants qui se sont enfuis à la recherche d'une île légendaire, la dernière terre émergée du monde. C'est un conte, donc La demeure des Mahorel. C'est un conte philosophique à cheval entre un conte philosophique et un roman imaginaire, avec un récit poignant et de très très belles illustrations. Là, je lève mon chapeau à Anouk Faure pour la beauté de ses dessins, et j'ai hâte de pouvoir me plonger dans cette histoire très prochainement.
Donc, un autre livre magnifique que j'ai récupéré aussi, mais moi par contre en version brochée, parce que je n'aimais pas trop la jaquette de la version reliée. Et quand j'ai vu une vidéo de booktubeuse qui l'a récupéré et que j'ai vu la couverture du relié, je me suis dit, ah ouais, quand même, dommage que la jaquette ne montrait pas ce qu'il allait y avoir dessous. Donc c'est Quand nos os retourneront à la terre de V.E. Schwab, dont je vous ai parlé juste en haut et qui est ma lecture en cours puisque je l'ai bien avancé, 474 pages, mais que je n'ai pas encore fini. Donc je vous en reparlerai plus tôt, mais c'est un des plus beaux livres qui a rejoint ma bibliothèque ces derniers mois. Et nous avons également le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence, les tomes 1 et les tomes 2, puisque le tome 2, alors le tome 1 je l'avais acheté l'année dernière et le tome 2 était en précommande sur le mois de juin. Et j'ai récupéré ma précommande du coup au mois de juin. Donc toujours en gros puisque je n'ai pas lu le livre, on est dans un livre qui va nous parler d'une ville bibliothèque qui est tellement vaste et tellement grande que c'est une bibliothèque qui s'est transformée en cité, en ville. On y suit 2 personnages, Evar qui fait partie de cette bibliothèque empire, cette bibliothèque cité, et Livira qui vivait elle aux confins de la civilisation où rôdent les cauchemars et où nul ne se rend. Et lorsqu'elle est arrachée à son village, elle se consacre à l'étude des mystères qui irriguent la grande bibliothèque. Ils n'étaient pas censés se rencontrer, et pourtant leurs chemins vont se croiser. Leur histoire va s'entrelacer à travers les univers et le temps. Et on va suivre leur périple où les choses ne sont peut-être pas aussi certaines qu'on pourrait le penser. Voilà, alors j'espère que mon résumé n'est pas trop bateau, mais c'était compliqué de vous résumer un livre que je n'ai pas lu. La 12e question, c'est quel est le dernier livre qui nous a fait pleurer ? Alors, je n'aime pas pleurer à la lecture d'un livre. J'ai le cœur vraiment très sensible parfois et j'aime pas trop cet état d'émotion dans lequel je me plonge. Donc en fait, j'évite ce type de roman. Et là, je n'ai pas le souvenir sur ces 6 premiers mois d'un livre qui m'a fait pleurer. Donc, il m'a mis en colère, oui, parce que la fin était un peu what the fuck, mais sinon, pleurer, non. Donc on va passer à la 13e et dernière question de ce tag du Mid-Year Freaking Out. C'est quel est le livre que tu veux lire sur la seconde partie de l'année 2025 ? C'est le livre What the River Knows de Isla Ibanez, publié chez Rajo. Alors, toujours, ça va être un résumé en gros, puisque je n'ai toujours pas lu le livre et j'ai vraiment hâte d'y me plonger vu tous les commentaires et les retours positifs qui ont été faits sur cette histoire. Donc, nous sommes dans la vie de Inés Oliveira, qui est une jeune fille de 17 ans qui appartient à l'aristocratie argentine et dont les parents réalisent des fouilles archéologiques en Égypte et qui décèdent dans des circonstances mystérieuses. Inès va donc embarquer pour le Caire pour comprendre ce qui se passe et va mener son enquête et découvrir plein de choses, mais lorsqu'elle arrive en Égypte, en tout cas c'est son objectif, c'est découvrir ce qui s'est passé, mais lorsqu'elle arrive en Égypte, le jeune assistant de son nouveau tuteur, qui je crois est son oncle, l'attend de pied ferme pour la renvoyer directement chez elle, mais cette jeune fille est déterminée à obtenir les réponses qu'elle veut, quoi que ça puisse lui coûter. Donc, Égypte, enquête, mort suspecte, vous avez compris, je suis hypée par cette histoire. Voilà pour mon tag de Mid-Year Freaking Out Challenge. Donc voilà, on va pouvoir passer à la suite. Cette partie du podcast s'appelle la petite question du jour, mais
j'ai eu beau réfléchir pendant des semaines et des semaines, j'avais pas d'idée sur la question que j'aurais pu développer ce mois-ci. Donc je me suis dit que comme de toute façon, vu mon planning, je ne pouvais pas enregistrer cet épisode du mois de juin avant d'être en juillet, que j'allais vous parler de mon anniversaire. Et oui, ça y est, j'ai passé le cap d'une année supplémentaire. Mes articulations me le font bien payer, mais bon, faut bien en passer par là. Mes enfants m'ont piqué toute ma jeunesse, mais bon, je les aime quand même. J'avais envie, du coup, de vous faire une sorte de haul d'anniversaire et vous raconter un peu ce que j'avais eu comme cadeau et récupéré, etc., etc. Notamment, ce week-end, donc il y a eu le 28 et le 29 juin le salon de Créteil en Poche où je me suis rendue le samedi afin de rencontrer plusieurs auteurs dont j'avais envie absolument de lire les romans, de les découvrir ou d'en lire un peu plus sur leur bibliographie. Donc je me suis fait plaisir, vu que c'était des livres de poche. J'ai pas trop eu de remords ou de culpabilité à m'acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Ça va, c'est pas mal pour de petits livres de poche. Bref. Alors, qui donc ai-je rencontré et à qui ai-je donc fait signer mes livres? Alors, tout d'abord, j'ai rencontré Marie Réplin. Donc Muffins and Books, l'autrice de La Carte des Confins et de Affronter la nuit. Donc La Carte des Confins, c'est une duologie avec un préquel et une sorte de séquelle où on voit nos personnages de La Carte des Confins, tome 1, tome 2 dans le futur avec une nouvelle aventure qui les attend. Et à chaque fois que je me suis rendue à un salon où Marie était, il y avait des queues pas possibles et il fallait prendre un ticket pour pouvoir faire dédicacer son livre. Et là, comme on avait le droit à 2 livres maximum par personne pour, en plus des livres qu'on était éventuellement censé acheter, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de tenter le coup. Et j'ai ramené avec moi Affronter la nuit, je crois. Non, La Carte des Confins. J'ai ramené La Carte des Confins parce que c'est le premier livre que j'ai lu d'elle et je voulais absolument qu'elle me dédicace son premier roman. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer sans faire la queue, sans prendre de ticket. J'y suis allée le matin à l'ouverture et il n'y avait personne à ce moment-là. Et du coup, j'en ai profité pour fangirler et rencontrer une de mes autrices préférées. Et donc du coup, voilà. Ça, c'est pas un livre que j'ai acheté, c'est un livre que j'ai fait signer, mais j'étais ravie de pouvoir rencontrer Marie Réplin. Alors, je suis allée dans ce salon avec une petite liste des livres que je voulais absolument avoir, dont notamment La demeure des Mahorel de Sieg Weilban et Anouk Faure, puisque Anouk Faure était présente pour faire les dédicaces. Donc, comme je vous l'ai dit, je me suis procuré ce magnifique livre que j'ai hâte de lire. Et j'ai ensuite été retrouver David Brie, dont j'ai fait une interview récemment. Donc n'hésitez pas à aller écouter l'interview de David. C'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup et qui est adorable. Donc n'hésitez vraiment pas à aller écouter son interview pour découvrir son univers et ses romans. Je vous le conseille vivement. Et donc là, j'en ai profité pour acheter 3 livres de lui. Il y a Que passe l'hiver, qui est une fantaisie, La princesse au visage de nuit, qui est un roman fantastique, et Le garçon et la ville qui ne souriait plus, qui est un texte de science-fiction. Alors, je ne vais pas vous faire un résumé puisque je ne les ai pas encore lus, mais j'ai hâte de les découvrir. Je vais vous donner plutôt quelques thèmes. Donc, on a, en phrase d'accroche, un fil du destin qui se brise, un autre se renforce. Donc, nous avons des festivités du solstice au sommet de Weg, la demeure du roi de l'hiver, qui s'organise, et Stig, un cadet du clan Ferren, souhaite y signer son passage à l'âge adulte. Ce jeune homme a un pied beau et cette difformité lui vaut le mépris de son père et
Il observe avec candeur et enthousiasme les conteurs, les danses, les ripailles et les conversations, n'osant encore se mêler aux membres des 3 autres clans. Mais lorsque le seigneur des Dewey s'écroule brutalement, la fête se teinte de la couleur du deuil et l'atmosphère glacée se fait plus étouffante. Au cœur de la clairière, les bûchers mortuaires brûlent et signent déjà la fin du monde. Voilà pour celui-là. Ensuite, il y a La princesse au visage de nuit, qui est donc un roman fantastique. Une personne, Hugo, qui n'a pas été dans sa ville natale depuis 20 ans, va s'y rendre après le décès soudain de ses parents. Il va constater que rien ou presque n'a changé, que la sorcière hante toujours le cimetière, que l'ogre s'est reclus dans sa maisonnée et que l'ombre derrière la fenêtre du château veille, fidèle à son poste. 20 ans qu'il essaye d'oublier son enfance meurtrie, les pleurs étoufflés, la disparition de ses amis. Et il va affronter ses peurs enfantines et retrouver le souvenir de cette nuit d'orage où la princesse au visage de nuit a déchiré le voile de la réalité. Trop de promesses. J'ai hâte. Il y a donc Le garçon et la ville qui ne souriait plus, qui est un roman de science-fiction qui se passe à la fin du 19e siècle à Paris. Il y a une église qui a imposé ses lois, celle de la norme sous le règne de Nicéphore le IIIe. Toutes les personnes considérées comme anormales sont reléguées sur une île surnommée la Cour des Miracles. Et nous allons faire la connaissance de Romain, un garçon de bonne famille, fils du préfet de police, qui aime s'y rendre en cachette la nuit. Et il n'y a que là qu'il se sent lui-même au vu du secret qu'il porte. Jusqu'au jour où il surprend une conversation et comprend que la Cour des Miracles est menacée de destruction et que ses habitants en seront au mieux chassés. Commence alors une course contre la montre et l'obligation de s'accepter enfin. Ah ouais, disons, ça promet. Voilà pour les 3 livres que j'ai récupérés de David Brie. Ensuite, je m'y étais rendue également, spécialement le samedi, parce que Aurélie Wellenstein était présente uniquement ce jour-là pour faire les dédicaces. J'ai énormément entendu parler des romans d'Aurélie à travers les chaînes YouTube, Booktube, de Piketty Bookin, de la livremantienne, je crois, également Émilie, la bibliothèque d'Emilia, pardon. Et je crois aussi, de Vibrations littéraires. Et leur engouement pour ces livres m'ont donné tellement envie que je m'en suis procuré également 3. Il y a Le désert des couleurs, Mère morte et L'épée, la famine et la peste, volume 1. Alors, Le désert des couleurs, c'est un roman de fantaisie où chaque grain de sable recèle un souvenir perdu et oublié. Arpentez ces dunes et votre mémoire s'effacera. Pour s'en protéger, l'humanité s'est réfugiée dans le cratère d'un volcan, mais le sable monte chaque jour davantage le long de ses pentes, menaçant d'ensevelir les derniers humains. Malgré le danger et le risque d'oubli, Kabalrai, fils du marchand de sable, et Irae, sa demi-sœur, s'aventurent dans les dunes multicolores pour trouver un nouvel endroit où s'installer, au risque de s'y perdre. Il y a ensuite Mère morte, qui est un roman de science-fiction, avec une folie humaine qui a eu finalement raison des mers et des océans. Retranchés dans des bastions isolés, les hommes doivent maintenant faire face à un nouveau danger, le déferlement de marées fantômes, charriant les cadavres des animaux marins disparus, avides de vengeance. Requins, dauphins, raies, tortues et autres reviennent par vagues arracher leur âme aux derniers humains. Seuls les exorcistes parviennent encore à les protéger. Oural est de cela, jusqu'au jour où le capitaine Bengal le kidnappe et l'entraîne à bord de son vaisseau fantôme dans une épopée au cœur même des mers mortes, voguant de marée en marée pour atteindre son but ultime. Un texte bouleversant, addictif et engagé, un coup de poing sur l'écologie, etc., etc. Donc j'ai bien hâte de m'y plonger. Et je me suis aussi, après que Aurélie Wellenstein m'ait pitché son roman, dit que c'était une bonne idée d'acheter L'épée, la famine et la peste, volume 1. Donc c'est un roman de fantasy qui se... Je vais regarder en combien de tomes il serait. Là, il y a marqué volume 1, volume 2, donc il serait en 2 volumes, qui est un roman de fantasy
où les monstres pullulent, des villages entiers disparaissent dans les toiles d'araignées et les tarantas condamnent les hommes à la mélancolie et aux idées noires. 3 êtres brisés deviennent la cime d'une population aux abois. Cillian, un adolescent possédé par l'esprit d'un loup. Erin, une jeune fille soupçonnée de sorcellerie. Et enfin, Sullivan, un ancien soldat persuadé que son fils vit dans l'œil d'un cerf. Pourchassés par l'Inquisition, ils vont devoir s'allier pour survivre. Mais sont-ils des boucs émissaires ou au contraire 3 redoutables fléaux qui porteront le coup de grâce en ce monde agonisant? Eh bien écoutez, nous verrons ça très prochainement. Les 2 derniers livres que je me suis procurés à Créteil en poche, alors je vais vous parler d'abord de celui que j'ai fait dédicacer par Céline Gis, qui est Jules Verne contre Nemo. Donc le tome 1 de Jules Verne et le gentilhomme cambrioleur dont je vous ai parlé juste au-dessus. Donc c'est un livre qui se déroule l'année d'avant, en 1882. Qui va parler d'un tueur en série qui signe ses crimes odieux du nom de Nemo, un des célèbres personnages de Jules Verne de 20 000 lieues sous les mers. Jules Verne va devoir, bien malgré lui, se lancer à sa poursuite avec l'aide du nouveau commissaire de la brigade criminelle et d'un mystérieux journaliste, tous deux fraîchement débarqués à Paris. Voilà. Autant dire que un roman polar, voilà, vous avez vu, vous avez compris, un polar historique qui parle de tueurs en série avec Jules Verne, autant dire que ça m'intrigue. Le dernier livre que je me suis procuré, c'est Les yeux de Mona de Thomas Schlesser. Alors l'auteur n'était pas présent en dédicace, mais je l'ai... ça fait un petit moment que je voulais ce livre, mais j'attendais sa sortie en poche qui était prévue sur le mois de juin. Et je me suis précipitée pour l'acheter quand je l'ai vu dans l'une des tentes des maisons d'édition. Et je me suis... C'était prévu sans être prévu, parce que je voulais me l'acheter, mais c'est le seul livre que je n'ai pas fait dédicacer. Donc on a l'histoire qui va se dérouler sur 52 semaines. C'est le temps qu'il reste à Mona, une petite fille, pour découvrir toute la beauté du monde. C'est le temps que s'est donné son grand-père, un homme érudit, fascinant et fantasque, pour l'initier chaque mercredi après l'école à une œuvre d'art, avant qu'elle ne perde peut-être pour toujours l'usage de ses yeux. Je vais pas rentrer dans la suite du résumé, mais bon, ça promet. Ça me donnait envie. J'aime beaucoup l'art. Je m'y connais pas vraiment en histoire de l'art, mais je sais que j'aime beaucoup visiter les musées, observer les tableaux, etc. Et donc là, j'avais envie de découvrir ce livre. J'ai reçu également de la part de mes enfants plusieurs livres. Alors, il y a Dracula et autres histoires de vampires, publié chez Librio, avec plusieurs histoires de vampires, comme La fiancée de Corinthe de Wolfgang Goethe, La morte amoureuse de Théophile Gautier notamment, ou bien Le gardien du cimetière de Jean Ray. Bref, et il y a même une petite nouvelle de Lovecraft, donc on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, mes fils m'ont fait le plaisir de découvrir aussi A Spark of the Everflame de Penn Cole, qui est publié aux éditions Calix. Alors, pareil, comme je ne l'ai pas lu, je vais essayer de vous faire un résumé du mieux que je peux. Dans un monde colonisé par les dieux et gouverné par les descendants, leur cruelle progéniture, Diem Bellator, aimerait échapper à son misérable quotidien. La disparition soudaine de sa mère l'oblige à entrer dans l'univers sombre des descendants afin de percer les mystères qu'Aurélie a laissés derrière elle. Contraint de participer à la guerre civile qui s'intensifie, Diem devra naviguer entre les règles du pouvoir, de la politique et de l'amour pour sauver sa famille et l'humanité tout entière. Alors le livre est vraiment magnifique. Il pourrait rentrer dans mon tag du Media Freak Challenge, dans les nouveaux livres, les magnifiques livres rentrés dans ma bibliothèque. Et il y a également le livre d'Alison Saft, À l'ombre des eaux troubles, publié chez Brajlon, qui m'avait fait envie en écoutant les booktubeuses que je suis qui en ont parlé. Et ça m'a donné vraiment envie de le découvrir. Alors pareil, je vais essayer d'être assez rapide. Donc on est dans une ville, un royaume de Brunstad, où une jeune fille issue d'une communauté marginalisée veut s'émanciper.
et faire des études de folkloriste pour devenir naturaliste. Et pour cela, elle va avoir la chance de réaliser son rêve en partant avec 5 autres étudiants qui sont des nobles arrogants, qui lui vouent un mépris teinté de méfiance, mais qui vont partir en voyage tous ensemble pour justement devenir naturalistes. Mais un crime politique va avoir lieu et l'auteur, le criminel, se cache parmi les voyageurs. Et on a donc notre héroïne, Lorelai, et une de ses brillantes et rivales jeunes étudiantes, Sylvia von Wolf, qui va, malgré la haine qu'elles éprouvent, l'aider à trouver l'assassin avant qu'il ne frappe encore et que ça n'entraîne un coup d'état. Voilà en gros. Franchement, le livre est magnifique. Il y a une illustration. Alors je vais regarder. Alors il y a des pages de garde qui sont magnifiques. Un jeu page magnifique. J'essaye de voir qui est l'illustratrice. Illustration de la couverture, Audrey Benjaminson, et design de couverture, Ella Latham. Franchement, c'est beau. Le livre est magnifique. Alors, en plus d'être magnifique, s'il parle d'enquête, de meurtre, etc., bah écoutez, bingo. Voilà. Autant vous dire que j'ai reçu plein de cadeaux. Mais c'est pas tout. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Je n'ai pas reçu que ça. J'ai reçu également une sorte de booknode. Alors je vais vous dire exactement la marque. Alors ça s'appelle Magic Library. J'ai pas la marque. Donc je vais pas pouvoir vous le donner, mais c'est comme les booknotes, vous savez, ce sont les petites constructions, les petites maquettes, booknook, pardon. Ce sont des petites maquettes que vous pouvez mettre dans votre librairie entre les livres. Et là, j'ai craqué pour la Magic Library qui me fait trop envie. Je me suis déjà fabriqué quelques petites constructions. Je vous en avais parlé dans un précédent épisode où je vous expliquais un peu qu'est-ce que je faisais d'autre à part écrire et lire. Et donc la construction de maquettes, notamment, fait partie maintenant de mes activités créatrices préférées. Je pense que je tiens ça de mon papa. Parce que mon papa, je l'ai toujours vu fabriquer des maquettes de bateaux. Il y en a quelques-unes de magnifiques chez mes parents. Et je pense que cette créativité, ce désir de fabriquer des petits objets, de voir ce que ça donne après, ça me vient de mon papa. Donc, bon, écoutez, on verra bien. Mais je suis impatiente de m'y plonger. J'ai également eu de la part de mon amoureux un mug de Bretagne. Vous savez, en Bretagne, quand vous y allez, les touristes ou même les gens qui vivent en Bretagne s'achètent des bols avec leur prénom dessus. Eh ben, sachez qu'il existe aussi des mugs. Et donc là, j'ai un mug avec un petit dessin breton, vous savez, le mug blanc avec le rebord au-dessus bleu et le petit dessin de personnages bretons dans leur tenue traditionnelle, où il y a mon prénom écrit dessus. Je suis ravie, ça complète ma collection de mugs, parce que ça, je ne vous l'avais jamais dit, mais je collectionne les mugs, et j'en ai tellement plein partout, qu'il va être temps que je m'achète un muguier. On va appeler ça comme ça, vous savez, un mug pour ranger les mugs. Donc bon, bref. J'ai hâte de boire tous mes cappuccinos dedans. Ma filleule m'a également offert un Lego fleurs, une sorte de cerisier en fleurs que j'ai déjà construit, déjà rangé dans ma bibliothèque. Je l'ai fabriqué avec mon fils qui adore les Lego et on a passé une bonne petite heure super agréable. C'était vraiment génial de pouvoir faire ça. Donc, créer des objets, voir en partant d'une petite pièce, voir une fois monté ce que ça donne, ça fait partie de mes plaisirs de la vie. Voilà. Et sinon, petit clin d'œil également à ma collègue du book club, Amélia, qui m'a fait un très beau cadeau pour mon anniversaire que j'adore
j'adore, qui est magnifique. C'est une couverture de mon roman Paranormal Détective. Elle a fait ça sans que je lui demande et j'ai trouvé ça tellement gentil de sa part de me l'offrir et la couverture, franchement, elle en vaut le coup. Il va falloir que je trouve une façon de vous le montrer pour vous partager la beauté de sa couverture qui me donne encore plus envie que l'une des deux maisons d'édition qui a mon livre entre ses mains se dise oui, on va le publier, c'est trop bien, et qu'on puisse voir peut-être une couverture dans le même genre. Mais bon, bref, restez connectés, je vous dirai quand ce sera fait ou pas. On verra bien, voilà, les dés sont jetés. Donc, au bout de presque 1h30 de podcast, il va être temps que je vous laisse tranquille, profitez pleinement de vos vacances si vous êtes en vacances, de bien vous mettre au frais si vous subissez les grosses chaleurs et les canicules que nous avons dû subir ces derniers jours. Vous pouvez également me laisser des commentaires avec vos propres questions du jour, si vous le souhaitez, en m'écrivant à ducappuccinoetdesLivres@gmail.com. Voilà. Alors, ce mois-ci, je vous ai fait la chronique de lecture de mes 8 livres et demi. Oui, tout à fait, 8 livres et demi. La chronique d'écriture, elle, se portait sur le statut, le petit update de mes projets en cours. La chronique, mais pas que, portait sur le tag du Mid-Year Freaking Out 2025. Et ma petite question du jour, qui n'en est pas vraiment une, puisque je voulais vous partager un petit haul d'anniversaire. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu et que vous avez fait le plein de nouvelles découvertes pour compléter vos wishlists. Mais pas que. Bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram jess_angel ou vous pouvez m'envoyer un mail, comme je vous le disais, à ducappuccinoetdesLivres@gmail.com. Alors, n'hésitez plus si vous avez envie d'en savoir plus. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle en vous rendant sur le site d'hébergement du podcast, podcast.ocha.co du Cappuccino et des Livres. En cliquant simplement sur s'abonner, je vous y annonce l'arrivée des nouveaux épisodes et des sujets du mois abordés dans les grandes lignes. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.